Bonjour. Alors, pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous intervenons sur ces deux sujets, il est important de présenter ce qu'est le CECIMEP, ce qu'il représente. Alors, le CECIMEP, Emmanuel l'a expliqué, donc c'est le syndicat des fabricants de machines d'emballage, de process. Et donc, ce syndicat représente 42 entreprises. 42 entreprises qui regroupent environ 2000 salariés et représentent un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros. Le CECIMEP fait partie de la FICIM, une fédération qui elle-même regroupe 13 syndicats et va représenter elle-même un plus grand nombre d'entreprises encore. Toutes ces entreprises sont présentes ici sur le salon et interviennent dans les différents domaines que nous allons développer. Vous voyez ici donc l'ensemble de ces entreprises qui font partie du CECIMEP. Ces entreprises interviennent sur 4 métiers, on peut regrouper en 4 métiers, les matériels de process, d'emballage et de conditionnement, des équipements d'impression et également de contrôle. À travers ces 4 métiers, on peut se regrouper dans 4 marchés qui sont donc l'agroalimentaire, la pharmacie, également la cosmétique et les autres métiers industriels. Donc encore une fois, une représentation que vous retrouvez ici à travers tous les exposants du salon All4Pack. Très bien. Alors, voilà pour CECIMEP. Je voudrais tout de suite qu'on parle du premier sujet qui est vraiment un sujet d'actualité, comme je vous le disais, la conception hygiénique. Avec vous, Erwan Billet. Donc, je rappelle que l'EHEDG, c'est l'association qui regroupe la communauté des professionnels de la conception hygiénique de matériel. Quelques mots de présentation et puis on rentrera dans le vif du sujet. Oui, alors effectivement, le HEDG, c'est à l'origine une fondation européenne qui a été créée par les industriels laitiers dans les années 1989, suite justement à des crises sanitaires, un peu ce qu'on a actuellement aussi. Et l'objectif des industriels, c'était d'avoir du matériel qui soit mieux conçu pour éviter justement des problèmes de contamination. Et donc, à travers ces problématiques, ils ont voulu créer une fondation qui regroupe tous les gens qui tournent autour de l'industrie agroalimentaire, à la fois les équipementiers, les centres de recherche, les centres techniques, les industriels, les consultants, etc. Et depuis 1989, le HEDG est à la base de ce qui va évoluer dans la conception hygiénique. Et on va avoir des documents, justement, qui vont aider les industriels à mieux produire leur matériel en conception hygiénique. Mais il n'y a pas que les laitiers maintenant, c'est beaucoup plus large, évidemment. C'est effectivement plus large. Ça touche en fait toute l'industrie agroalimentaire, tous les équipementiers et bien sûr l'emballage en fait partie aussi. On va avoir en fait une vision de la conception hygiénique qui est internationale. Ça, c'est important. C'est-à-dire que le HEDG est regroupé maintenant dans une quarantaine de pays au monde. Et ça va toucher en fait l'ensemble en fait de l'outil industriel, que ce soit au niveau des matériaux, que ce soit au niveau des process, que ce soit au niveau des machines, que ce soit au niveau des bâtiments. Donc c'est vraiment très large la conception hygiénique et on accompagne justement les industriels dans cette problématique-là. Alors on peut définir en fait les règles de la conception hygiénique. D'accord. Donc là on peut voir effectivement sur ces images quelques règles de conception hygiénique qui permettent de mieux comprendre l'intérêt justement de la fabrication d'un matériel qui soit conçu pour éviter les zones de rétention. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit dans les reportages qui malheureusement mettent en lumière les entreprises qui ne l'ont pas fait ou qui ne l'ont pas poursuivi, c'est qu'il y a plein de zones dans un process industriel où on peut avoir des contaminations. Oui, tout à fait. On a des problématiques de contamination qui sont liées au fait aussi que les micro-organismes sont très petits. Ils sont capables de se cacher un peu n'importe où et que, ne serait-ce que dans un joint de vanne, on peut avoir des contaminations. Ce qui s'est passé au Japon il y a quelques années où il y avait 14 000 contaminations liées à une salmonelle dans du lait et qui étaient liées simplement à un joint qui était défectueux. Donc ça, eh bien, c'est pas évident à maîtriser et en fait, l'ensemble de la machine peut être une zone de contamination. Donc on voit ici, par exemple, on voit même des pieds qui ont, ça a l'air de rien, mais un pied en conception hygiénique, on va avoir du matériel qui va être certifié en conception hygiénique, qui va être facilement nettoyable. Un pied qui rouille, c'est une source de contamination énorme. Exactement, la corrosion, mais c'est aussi une zone de rétention à travers le filetage. Donc on va cacher les filetages. Et vous avez en fait 2 grandes références au monde. C'est le HEDG en termes de référence européenne, mais qui devient internationale, et le 3A aux États-Unis.
c'est vraiment le pendant. Et on travaille ensemble, c'est-à-dire que 3A et EHEDG sont en train de travailler pour essayer de regrouper la vision de la conception hygiénique au niveau mondial. Et vous dites c'est international, c'est important que la normalisation soit internationale parce que les fabricants sont internationaux. Bien sûr. Hein, on exporte son matériel, on travaille pour des industriels qui sont partout dans le monde. La mondialisation, elle existe dans l'agroalimentaire. Donc on a besoin aussi d'avoir quelque chose qui soit maîtrisé sur l'ensemble du territoire, enfin de l'ensemble de la planète. Avec vous, Grégoire Duvaux, vous représentez donc IMA Ilapac, fabricant de machines d'emballage, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on a cette démarche aujourd'hui systématique, beaucoup plus systématique en tout cas, de concevoir les machines de façon hygiénique? Alors, comme vous l'avez dit, tout d'abord, on a cette démarche parce que nos clients dans l'agroalimentaire en ont besoin. On a fait face à de nombreux rappels de produits, parfois dans des secteurs qui ne sont pas obligatoirement liés à des produits frais. Ça pouvait être des produits secs également. Donc il faut, nous, en tant qu'industriels et fournisseurs de l'industrie agroalimentaire, que nous nous adaptions et que nous répondions mieux à leurs demandes pour obtenir une meilleure nettoyabilité des lignes. Donc dans ce cadre-là, je voudrais illustrer ce qu'a dit Erwan. On a travaillé sur plusieurs plans. Tout d'abord, on a travaillé sur le bâti de la machine en tant que tel. Il y a quelques années, on avait des bâtis simplement inox, carrés, avec des zones de rétention, des sols plates, où il y avait des zones de rétention importantes pour les microbes. Et donc nous avons progressé sur le sujet. On est passé sur des bases qui étaient triangulaires, sur des bases en U. Maintenant, on a des bases tubulaires rondes, où il n'y a plus aucune zone de rétention sur la machine de ce point de vue-là. On a en parallèle ces dernières années travaillé également sur tous les aspects liés au roulement, puisque maintenant nous avons des roulements, ce qu'on appelle full inox, qui permettent de réduire les temps de changement, les arrêts de ligne, et d'avoir également, en termes d'hygiène, une meilleure qualité. On a centralisé des points de graissage sur la ligne. On a travaillé, comme Erwan l'a dit, notamment les pieds. Les pieds sont maintenant des pieds 3A sur l'agroalimentaire et ça se fait de plus en plus, y compris en Europe. Nous avons là-dessus, enfin, le but général, c'est d'obtenir une nettoyabilité qui soit totale de la ligne, que nos clients puissent la nettoyer sans se poser de questions. Et ce que l'on a fait en parallèle, c'est que l'on a, pour ce qui est d'IMA Ilapac, créé une washroom. Donc on demande à nos clients tout simplement de proposer, de nous donner les fiches techniques de leurs produits de nettoyage. Et en fait, on leur met la machine directement dans la washroom avec leurs produits, avec le taux d'humidité qui est demandé, pour pouvoir vérifier que la machine soit complètement nettoyable, y compris sur les outils de scellage. Et quand vous dites dans la washroom, si jamais quelqu'un ne savait pas ce que c'est qu'une washroom? Pardon, c'est une zone de nettoyage. Donc par exemple, les moteurs peuvent aller jusqu'en IP69K. Donc on peut qui veut dire, pardon, moi je sais que mon smartphone par exemple peut aller dans l'eau. Mais eh bien, ça doit être IP65 ou quelque chose. On peut nettoyer directement, comme vous l'avez vu sur la vidéo, avec une lance à mousse, la ligne quasiment de façon complète. Avec une certaine pression normalisée aussi. Exactement. Donc ça simplifie considérablement le travail des opérateurs et ça garantit une sécurité et une hygiène. Oui, et c'est primordial parce que dans le cadre de la nettoyabilité, enfin du développement des organismes, il faut vraiment sécuriser les industriels. Ce n'est pas uniquement un risque qui peut avoir un impact sur la consommation de notre client agroalimentaire, c'est un risque d'image. Et le risque d'image, il est beaucoup plus important que l'impact commercial. Absolument. Et alors évidemment, là vous présentez le nettoyage sur une surface spécialisée, mais il y a aussi une demande très forte de nettoyage en place. Oui, alors ça c'est un sujet, on va dire, plus récent. Sans bouger la machine. Sans bouger la machine. Historiquement, ça s'est développé sur les arrivées produits, sur le process, les arrivées produits. Maintenant, on avance dans la ligne. Ça permet de sécuriser les procédures de nettoyage. Et puis, quand on allie
le fait que la machine soit facilement nettoyable avec des outils 4.0, donc des capteurs, on peut avoir l'avantage à la fois de la nettoyabilité et les avantages de la réduction de consommation, par exemple d'énergie, d'eau, etc., de réglage de température. Enfin, c'est vraiment là une belle transition avec le sujet 4.0 parce que ça nous permet d'allier les avantages de la nettoyabilité avec les avantages du 4.0 et des objets connectés. Donc on imagine que cette conception hygiénique, ça va devenir le standard de tous ceux qui ont besoin de ces matériels. Je pense que dans l'agroalimentaire, très clairement, notamment en produits frais, prioritairement en produits frais, on ne peut plus concevoir une ligne sans être nettoyable à 100% et être vraiment au haut niveau de standard sur le sujet. Le risque est trop important. On l'a vu cette année avec quelques marques et maintenant on ne joue plus sur le sujet. Un complément, Erwan Billet? Oui, je voulais simplement rajouter une petite chose. Ça va non seulement être l'avenir et peut-être une des solutions pour la maîtrise sanitaire, mais aussi la maîtrise économique. Comme tu le disais, c'est qu'à un moment donné, les flux énergétiques, la consommation d'eau, c'est un élément très important. Et il faut savoir que les standards des certifications IFS, BRC actuellement, dans leur nouvelle version V8 pour la IFS, V9 pour la BRC, intègrent la conception hygiénique. Ça veut dire que les industriels vont devoir analyser la conception hygiénique de leur matériel et donc ça va être un passage obligatoire. Par rapport aux certifications, à ces certifications que vous citez, oui, tout à fait. Qui sont des certifications internationales obligatoires? Alors, obligatoire, non. Non. C'est pour prouver aux clients grands distributeurs, par exemple. Voilà, si on veut vendre à la grande distribution, eh bien, on passe par l'IFS souvent, et si on ne l'a pas, on ne vend pas. Et la grande distribution demande-t-elle aujourd'hui, par exemple, les enseignes françaises, demandent-elles ces certifications? Bien sûr, bien sûr. Donc on y est. Oui, on y est. Oui, très longtemps. Alors, je vous propose d'aborder maintenant le sujet de l'industrie 4.0, puisque nous avons déjà évoqué la notion des capteurs présents sur les machines. Alors, une petite définition de l'industrie 4.0. Surveiller, contrôler en temps réel les machines et les équipements, alors en utilisant bien sûr des vecteurs de données, des capteurs évidemment, ou l'Internet des objets, ce qu'on appelle l'IoT, que vous connaissez aussi. L'objectif évidemment, c'est échanger des flux d'informations qui sont dédiés à l'optimisation des process de production et de performance de l'usine, mais aussi de service aux clients, éliminer les sources de panne, optimiser et prévoir la maintenance. Alors, on va montrer maintenant, messieurs, en quoi cette industrie 4.0 est au service de la production opérationnelle. Avec vous, donc, Philippe Coppel, SEA Vision. Vous nous expliquez, donc, vous êtes un spécialiste de l'industrie 4.0 pour la pharma. Tout à fait. Donc déjà, on va resituer les choses en redéfinissant les 4 évolutions, puisqu'on en est à la 4e. Donc la première, c'est tout ce qui a été la mécanisation. Donc l'homme s'est rendu compte tout d'un coup que ses bras ne lui suffisaient plus à effectuer toutes les tâches. Il a commencé à concevoir des process mécaniques pour pouvoir l'aider et donc éviter que ce soit uniquement la force humaine qui réalise la production. La deuxième phase de révolution industrielle a été l'arrivée de l'électrification qui a permis donc d'aller vers de la production de masse. La troisième révolution industrielle, ça a été l'arrivée des automatismes, donc qui ont permis de faire des machines qui sont capables de produire beaucoup plus vite et avec une bien meilleure qualité. Et on est maintenant dans la 4e phase, qui est en fait l'arrivée de l'informatique et surtout de l'exploitation des données. Donc on va être capable maintenant, avec des processeurs qui tournent de plus en plus vite, avec l'arrivée de machines sur lesquelles on a des PC, de remonter et surtout de traiter en temps réel énormément de données. Donc la première chose, ça va être de collecter les données et ensuite de pouvoir les exploiter et permettre aux industriels, à la base de cette exploitation, de savoir en temps réel quelle va être la vitesse de leur machine, de pouvoir, comme on l'a dit précédemment, mesurer des consommations énergétiques, des consommations d'eau, et tout ça dans l'objectif d'améliorer et d'avoir une production de plus en plus efficiente et de plus en plus responsable par rapport à tous les critères écologiques qui sont mis en place aujourd'hui. Donc le 4.0, c'est vraiment la communication et l'exploitation de ces données, la récolte de données à grande échelle et l'exploitation de ces données pour que ces données deviennent des facteurs qui vont permettre d'améliorer et la productivité et l'efficience de cette productivité. Une application qu'on a développée chez Civision qui rentrait aussi avec l'industrie 4.0 et avec le sujet précédent qui est le nettoyage donc, et tout ce qui est conception hygiénique.
On a donc créé une application qui va permettre de faire le vide de ligne de façon automatique. Qu'est-ce que ça veut dire, le vide de ligne? Alors le vide de ligne, en particulier dans l'industrie pharmaceutique, c'est la nécessité, quand on va changer de produit ou quand on va changer de lot, de garantir que la machine est complètement vide de tout ce qui s'est passé sur le lot précédent. Donc j'ai plus de comprimés si je suis sur une machine qui produit des comprimés, j'ai plus de flacons, j'ai plus d'outils, et ma machine est remontée avec le bon format, donc je suis sûr de pouvoir produire sans risque de contamination croisée, donc de me retrouver avec un produit d'un lot ou d'un produit précédent dans ma production en cours. Avec un anticancéreux à la place d'un médicament pour la fièvre. Par exemple. C'est vrai que c'est sensible comme sujet. Vous avez une vidéo à nous montrer Tout également pour illustrer ce sujet. Absolument. Donc, si elle veut bien que vous allez commenter, voilà. bien sûr. Donc l'idée, c'est d'avoir, dès la conception de la machine, placé à l'intérieur des caméras qui vont permettre donc de visualiser l'intégralité de l'équipement et donc d'aider l'opérateur pour effectuer toutes les vérifications et pouvoir ensuite tracer effectivement qu'il n'y a plus rien qui reste dans la machine. Donc là, on voit l'opérateur en train d'effectuer son vide de ligne et on voit les images qui sont montrées par les caméras qui permettent donc de voir quels sont les objets qui sont restés dans la machine ou éventuellement qui ne sont pas dans la bonne position. Une fois que l'opérateur a retiré ces objets, il va pouvoir effectuer une nouvelle fois la procédure et on va venir constater que le vide de ligne est conforme et tracer cette opération. Et donc ça évite à l'opérateur de venir balayer l'ensemble de la machine et de vérifier tous les points qui peuvent être compliqués à vérifier en une seule fois et surtout de tracer cette opération-là de façon à ce qu'on puisse garantir qu'elle a été faite correctement. C'est-à-dire quand vous dites tracer, l'information qui confirme bien l'inspection de la ligne est stockée dans la base de données. On a ce qu'on appelle un journal de l'eau dans lequel on saura quel opérateur a effectué ce vide de ligne, à quelle heure il l'a effectué, et on aura comme preuve toutes les photos des caméras avec l'ensemble de la zone dégagée pour effectivement confirmer que la machine a été rendue en l'état correct pour pouvoir démarrer le nouveau lot. Alors on parle de la pharma, mais est-ce que d'autres secteurs y viennent aussi? Oui, ça peut. Où ils sont déjà? Non, ça peut s'appliquer effectivement dans tous les secteurs. C'est une préoccupation de l'ensemble des industriels qui font des productions par lot, où effectivement à chaque changement de produit ou chaque changement de lot, on doit garantir que l'équipement est prêt à produire sans risque de contamination pour le lot suivant. Et même en produits frais, en produits surgelés? Absolument. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment fondamental comme assistance, cette industrie 4.0. Avec vous, Pierre Terville, on va parler aussi de changement de configuration assisté. Donc Pierre Terville, société Kama, juste à côté. Et on est tous invités pour l'after, on l'a bien compris. Donc le changement de configuration assistée, c'est pour changer de production sur une ligne. Oui, je me permettrai de revenir 2 minutes en arrière sur la partie nettoyabilité. Je vous invite effectivement à aller voir sur notre stand la construction Kama. Depuis une dizaine d'années, on a développé des châssis qui se veulent hygiéniques, zéro rétention, une grande accessibilité, une très belle ergonomie, et tout ça, ça participe au nettoyage de la ligne. On n'est pas dans l'emballage primaire ou on n'est pas sur le process qui impose effectivement cette nettoyabilité, cette hygiène parfaite. Mais dans l'emballage secondaire, lorsqu'on traite du carton, on a de la poussière de carton, on a des choses comme ça. Et il faut là être très vigilant là-dessus aussi. D'accord ? Donc ce qu'on a voulu présenter ici, sur le 4.0, Kama, depuis 1990, fabrique ses robots. Donc on a une légitimité dans tout ce qui était 3.0, si on reprend l'historique, et aujourd'hui dans le 4.0. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a associé, et je passe la vidéo en même temps, des outils 4.0 très opérationnels. Merci d'avoir des illustrations vidéo, messieurs. Ouais. Au moins, on visualise totalement de quoi vous parlez. Ce qu'on veut faire ici, c'est des outils qui sont vraiment orientés opérateurs. Cette vidéo montre, par exemple, une opération de changement de format assistée à travers une tablette, donc en remote access, c'est-à-dire en accès à distance, entre guillemets. Et on peut imaginer toutes les utilisations potentielles. Donc, sur notre stand, vous aurez même d'ailleurs une démonstration. On flash un QR code sur une tablette et on va aider l'opérateur à piloter son changement de format, valider son opération de changement de format. Ce sont des outils qui existent, mais ce sont des outils aussi qui sont personnalisables en fonction de la machine et en fonction des besoins des clients. C'est-à-dire que l'opérateur est sur place, mais le superviseur, lui, peut être à des milliers de kilomètres. Voilà, votre remarque est pertinente. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça recoupe plein de sujets. Nous sommes des constructeurs basés en Italie, on a une couverture mondiale, on doit assister nos clients, on doit les aider. Entre parenthèses, on a eu une autre conférence sur les ressources et
et les difficultés de recruter. Donc on doit aussi C'est-à-dire aider les opérateurs. Ce sont des outils qui mettent en valeur la production, qui mettent en valeur les techniciens. Et donc là, on assiste à distance. Donc on peut le faire effectivement à 10 000 km si on veut pour assister. D'accord ? En vacances, quoi. Donc là, sur ce slide-là, on voit 3-4 opérations, par exemple. L'opération de changement de format, l'opération de maintenance, je pense que les vidéos vont se lancer un peu plus tard, et l'assistance. Un autre point, qui est quand même un sujet extrêmement chaud, entre guillemets, en ce moment, c'est les consommations d'énergie. Et donc là, on a également des accès avec un contrôle permanent de ce que l'on va consommer sur la machine, avec des propositions également d'utiliser des systèmes qui consomment moins et de contrôler la consommation des équipements. Là maintenant, je ne sais pas si elle va se lancer. Non, ça c'était sur l'hygiène. Alors effectivement, parmi les grands avantages de cette organisation 4.0, on a la fameuse maintenance prédictive, on a l'assistance et le dépannage à distance aussi. Voilà, donc bon, la vidéo repart ici, mais vous avez bien compris qu'à travers ces outils-là, à proximité de la machine pour les changements de format, en formation ou en accès à distance, on aide la production à être plus performante. On aide l'opérateur à cibler la tâche à accomplir. Exactement. La maintenance prédictive, redites-nous ce que c'est. Prédictive, ça veut dire qu'en fait, à travers des enregistrements, tous ces IoT, comme on dit, hein, ces capteurs, on fait des émulations, on fait des programmes qui vous permettent en fait d'anticiper une panne et de détecter un point de faiblesse éventuellement sur un organe de la machine, etc. D'accord ? Alors, évidemment, se pose la question de cette masse de données collectées. On voit bien à quoi elles servent, mais pour quel usage précis et puis comment les stockez-vous aussi dans les machines? Alors là, il y a des rapports de confidentialité également. Hein. Ces données peuvent être hébergées et recueillies uniquement sur le site. Là, on travaille avec les plus grandes compagnies qui sont très vigilantes là-dessus. Mais on peut également, à travers des accès à distance, obtenir selon des codes d'accès et des procédures, toutes ces informations-là qui aident le client directement sur site ou nous à distance pour accompagner et prévenir Oui, parce que quand vous parlez de protection de ces données, c'est absolument essentiel puisque les industriels font paramétrer pour eux et pour leurs produits les machines. Tout à fait, tout à fait. Alors, quelles sont les grandes familles d'utilisation de ces données? Donc vous parliez des consommations d'énergie par exemple. Ouais, là j'en profite parce qu'on voit une chose qui est intéressante. Oui. On est en Italie, on a un technicien qui prend avec la réalité augmentée et les lunettes électroniques et on va pouvoir piloter. Il y a une panne chez un client, il n'a pas les ressources là, il cherche et donc on pilote à distance un dépannage sur une de nos machines par exemple. Donc il a des lunettes à réalité augmentée. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire qu'en fait, en pointant, il a derrière des superpositions, si vous voulez, de supports, comme des docs, des manuels, des programmes, qui permettent en fait à l'Italie, en déporté, d'aider et d'accompagner et de guider l'opérateur dans son opération de maintenance. On pourrait imaginer ça dans la réparation automobile. Tiens, je me pose la question, mais j'imagine que ça va venir. Oui, pourquoi pas, oui. Très intéressant, absolument passionnant. On revient à vous, Yann Goriti. Les flux de données sont de précieux alliés pour gérer les consommables des machines et pour suivre aussi la productivité. On ne va pas y échapper. Oui, tout à fait. 4.0, nous parlons d'objets connectés, d'objets communicants, donc des transferts de données entrant et sortant. Encore faut-il utiliser toutes ces données. Alors, on peut les utiliser en temps réel, comme on a pu l'expliquer à l'instant, pour des opérations de changement de lot, de changement de format, de productivité, également de maintenance ou de télémaintenance, mais également pour être capable d'optimiser le fonctionnement de sa ligne de production. Alors, ces données, effectivement, on peut simplement les minimiser et les limiter à ce dont on a besoin de façon à communiquer avec un automate programmable, avec un ordinateur. On peut aller bien sûr bien plus loin et on peut pousser ces données de façon à les mettre à disposition
de l'industriel pour qu'il puisse effectivement, par exemple, réaliser des analyses de production, mesurer correctement le taux de rendement synthétique de sa ligne de production, ou également être à même de réaliser du prédictif, être capable de savoir, autant que faire se peut, ce qui va se passer éventuellement. Cela sur l'analyse de données statistiques qui vont se faire sur l'accumulation de données réalisées, ce qu'on va appeler le big data. Très bien, donc on surveille beaucoup plus finement maintenant, et c'est donc cette quatrième révolution de l'industrie qui est le 4.0, très finement, eh bien, tous les postes finalement, et pas seulement, donc on prévoit, on assiste, c'est très complet. C'est une vraie aide. La meilleure qu'on ait jamais eue d'ailleurs, le meilleur niveau de contrôle qu'on ait jamais eu. Alors on est de plus en plus effectivement dans le prédictif grâce aux objets connectés. Et là, au CCIMEP, on a décidé de vous présenter un cas d'usage qu'on a jugé très avancé sur la consommation d'énergie, notamment liée au nettoyage. Alors là, je ne parle pas pour ma société, mais pour un confrère qui n'a pas pu venir, malheureusement, la société Alpma, qui est membre du CCIMEP, et en fait, donc spécialisée dans les emballages pour le fromage, notamment. Et chez Alpma, ils mettent en place un système où il y a du nettoyage en place avec des objets connectés, et ils ont l'avantage d'aller jusqu'à la préconisation en termes de nettoyage, de planification de nettoyage et de consommation en fonction du niveau bactériologique constaté sur la ligne. On sait que pour ne pas avoir de rappel de produits, les services qualité peuvent mesurer le niveau de bactériologie. Et donc, un client récemment m'avait même dit, normalement, on peut éviter les rappels si on suit qualitativement suffisamment bien le niveau bactériologique sur la ligne. Parce qu'évidemment, quand on parle de fromage ou de produits frais, le niveau bactériologique varie avec la matière première qui est sur la machine, en fait. Il varie en fonction de cela. C'est pas une science exacte. Il varie en fonction de ça, et les capteurs que Alpma met sur sa ligne permettent d'optimiser la consommation d'eau, les températures de nettoyage, et donc ils vont jusqu'à la préconisation sur les plannings de nettoyage de ligne. Juste un mot sur l'environnement dans l'usine, parce qu'il faut aussi qu'elle soit, entre guillemets, hygiénique, que l'air soit contrôlé. Oui, alors je vais peut-être laisser la main à Erwan là-dessus, qui s'y connaît mieux que moi. C'est intéressant d'en parler. Alors, non seulement c'est intéressant, mais c'est une des grosses problématiques de contamination qu'on peut avoir, c'est tout ce qu'on appelle l'aéroportée. Donc les flux d'air, et puis l'environnement, on considère que 20% des toxi-infections alimentaires, c'est-à-dire des contaminations des produits alimentaires, sont liées à des contaminations environnementales, c'est-à-dire qui ne sont pas liées en contact direct avec le produit. Donc ça va être quelque chose qui va tomber sur le produit parce que vous avez une tuyauterie qui passe au-dessus d'une ligne, ça va être le flux d'air, ça va être l'eau, ça va être tous ces éléments-là. Donc la conception hygiénique, d'ailleurs, ça englobe tout ça. C'est-à-dire qu'on va travailler aussi sur les flux d'air, sur la conception des CTA, des évaporateurs, de tous ces éléments-là. Donc c'est pour aider aussi les fabricants de matériel, parce que ce que je dis souvent, si on travaille sur une conception hygiénique d'un matériel d'emballage ou de process, et qu'on veut vraiment vendre un matériel qui soit bien conçu, et qu'on le met dans un environnement qui est pollué, ça ne sert à rien, quoi. Quand on parle de la lutte contre les virus, par exemple, la conception hygiénique est parfaite pour ça ? Alors ça, c'est un peu plus compliqué, tout simplement parce que les virus sont des organismes vivants qui sont de très très petite taille. Et transportés par les opérateurs. Oui, mais les autres aussi, soit les bactéries aussi, c'est transporté aussi par les flux d'air, par l'eau, partout. Mais les virus sont tellement petits que, par exemple, dans le flux d'air, il faut avoir des filtres d'ultrafiltration qui sont très fins. Donc après, ça dépendra de l'industrie. J'imagine que dans la pharma, c'est tout à fait, mais ce qui va être important, c'est pas tellement d'avoir des contaminations, c'est de pouvoir les éliminer. Oui, parce que les contaminations, on les a automatiquement par la matière première. Et donc, ce qu'on disait tout de suite, c'est qu'effectivement, avoir un matériel connecté qui nous permette de mieux maîtriser notre nettoyage, c'est une avancée technologique très importante pour l'industriel. Bien compris. Alors, on va passer un micro en salle si vous avez des questions. Voilà, on a une hôtesse qui vient chercher un micro, qui a un micro. Avez-vous des questions à poser sur ce sujet passionnant voilà, madame, présentez-vous en 2 mots
nom, prénom, société, et puis posez votre question. Merci. Bonjour, Marine Legros de la société Danone pour la nutrition infantile. Bravo pour la présentation, c'était super intéressant. J'ai une question sur la conception hygiénique et notamment sur comment est-ce que vous gérez la conception hygiénique sur des machines déjà existantes. Comment est-ce que vous rénovez un peu les machines? Très bonne question. Ah oui, c'est une très très bonne question. Erwan Billet. C'est pas une question facile d'ailleurs, hein. À partir du moment où on a un matériel qui est déjà en place, on ne fait pas de miracle, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il est mal conçu, il va être difficile de modifier complètement le matériel. On peut quand même analyser certains points de contamination, certaines problématiques de conception, et on peut, par exemple, modifier certaines soudures. Les soudures discontinues, on va faire des soudures continues. On peut modifier certaines zones de rétention, décartériser. On parlait des moteurs qui sont nettoyables, et ça, c'est aussi une révolution, hein, des IP69. On peut modifier des moteurs et mettre des moteurs qui sont nettoyables, et on enlève les carters. Mais on n'arrivera pas à 100% de conception hygiénique. Donc la seule solution, des fois, c'est de changer de matériel. Et on comprend votre question par rapport à la nutrition infantile. C'est très sensible comme sujet, effectivement. Autre question? Monsieur. Oui, bonjour, Philippe Robinet. Donc, je suis ingénieur conseil formation et j'interviens sur tout ce qui est formation certifiante dans les bioindustries. Ma question, elle pose sur quel est l'impact de l'industrie 4.0 sur les métiers de la production, à la fois de la conduite d'équipement, mais aussi des techniciens de maintenance de première ligne. Très bonne question également. Qui veut prendre la parole? Monsieur Goriti. Il est clair qu'aujourd'hui, ça bouleverse les métiers, oui, c'est vrai. Nous avions hier une conférence justement sur les métiers de techniciens. Et nous avions par exemple une technicienne en support téléphonique qui intervenait. Elle expliquait avec passion son métier. Et c'est vrai que l'on peut penser à la difficulté que ça peut être parfois de dépanner un client, de l'aider, de l'assister par téléphone, sans voir ce qu'il se passe. Ce que vous avez pu voir tout à l'heure comme exemple, de pouvoir utiliser le téléphone de l'opérateur pour avoir ses propres yeux sur la ligne en quelque sorte, évidemment cela change la donne. Mais ça suppose d'avoir des outils simples à utiliser, avoir un opérateur qui sache l'utiliser et aussi un technicien à l'autre bout qui puisse utiliser ces outils informatiques. Donc ça veut dire des connaissances qui évoluent et qu'il faut apporter au fur et à mesure d'évolution de cette technologie. Pour poursuivre la question de monsieur, est-ce qu'on déqualifie les opérateurs ou est-ce qu'on les requalifie justement avec ces nouveaux outils? On les requalifie, je dirais plutôt. Hein. Oui. Absolument. Donc, parce que ce sont des compétences supplémentaires que l'on doit apporter. Donc, formation essentielle. Absolument, formation continue. C'est valable dans tous les métiers, je pense. Oui, oui, non, mais on découvre. Hein. Donc, merci de nous faire découvrir tout ça. Autre question? Ça répond bien, monsieur? Parfait. Autre question? Pas d'autres questions? Bien, écoutez, messieurs, nous vous remercions pour nous avoir fait vivre cette révolution de l'intérieur. La conception hygiénique devient absolument fondamentale dans tous les secteurs, bien sûr, et en particulier l'agroalimentaire, la pharma, la cosmétique, évidemment. Mais aussi, on a très bien compris l'intérêt de l'industrie 4.0. On peut applaudir nos intervenants pour l'excellente préparation aussi en amont de cette conférence. Et on se retrouve dans quelques minutes.